Vous, vieil imbécile. Savez-vous que ma robe pourrait nourrir toute votre famille? Pensez-vous que vos enfants pourraient un jour se comparer à moi? Attendez. Ce que vous allez découvrir va vous choquer profondément. Voici l'histoire d'un homme riche qui s'est déguisé en chauffeur pour tester la fiancée de son fils. Et ce qu'il a découvert va vous faire bouillir de colère. Mais avant de plonger dans cette histoire stupéfiante, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables qui vous laisseront sans voix. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Maintenant, laissez-moi vous raconter le jour qui a tout changé. Les rayons dorés du soleil de l'après-midi traversaient les grandes fenêtres du bureau de Chief Morrison, projetant de longues ombres sur le sol de marbre poli. Depuis son fauteuil de direction au 20e étage, il pouvait voir les rues animées de Victoria Island en contrebas, là où son empire commercial était passé d'une petite entreprise de commerce à l'un des plus grands conglomérats du Nigeria. Mais aujourd'hui, les rapports trimestriels sur son bureau en acajou étaient ignorés. Son esprit était fixé sur quelque chose de bien plus important que l'argent. Son fils unique, David. À 28 ans, David était devenu tout ce que Chief Morrison avait espéré. Un brillant médecin travaillant dans un hôpital prestigieux à Londres. David avait appelé 3 semaines plus tôt avec une nouvelle qui avait rempli le cœur de son père de joie et d'inquiétude à la fois. Il allait se marier avec une femme nommée Annabelle et souhaitait la bénédiction de son père. « Papa, elle est la femme la plus belle que j'ai jamais vue. Elle est gentille, douce et adorable. Je sais que tu l'aimeras. » Bien que ravi, Chief Morrison avait écouté son instinct qui l'incitait à la prudence. « Mon fils, avait-il répondu avec précaution, amène ta fiancée chez moi pour 2 mois avant le mariage. Je veux connaître la femme qui deviendra ma fille. » David avait accepté sans hésiter. « Elle arrivera la semaine prochaine. Papa, tu verras que j'ai bien choisi. » Maintenant, alors que Chief Morrison était assis dans son bureau, il se demandait s'il était trop prudent. Mais des événements récents avec son meilleur ami lui avaient appris que parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous surprendre de la pire des manières. Ce souvenir était encore frais dans l'esprit de Chief Morrison. Une expérience qui l'avait ébranlé jusqu'au plus profond de son être, 4 semaines plus tôt. Lui et son ami le plus proche, M. Andrew, s'étaient rendus dans un village reculé pour superviser un projet de construction gouvernementale. Les 2 hommes pensaient que voir les projets à travers les yeux des travailleurs ordinaires leur donnait de meilleures perspectives sur la qualité et les progrès. Ce jour-là, ils portaient des vêtements de travail simples, des pantalons poussiéreux, des chemises ordinaires et des bottes usées pour inspecter le site sans être remarqués. « Mon cher ami » avait dit M. Andrew ensuite, « Puisque nous sommes dans ce village, laisse-moi t'emmener rencontrer mes futurs beaux-parents. Mon fils Michael est fiancé à une fille d'ici, et je n'ai jamais rendu visite à sa famille de manière appropriée. » Chief Morrison avait accepté avec plaisir. Les 2 hommes étaient impatients de rencontrer la famille qui rejoindrait bientôt celle de M. Andrew. Ils avaient roulé sur des routes étroites jusqu'à un modeste compound. La maison était simple mais propre, avec un petit jardin. Monsieur Andrew avait garé leur pick-up poussiéreux et s'était dirigé vers le portail. Le premier coup à la porte n'avait suscité aucune réponse. Le deuxième était plus fort. Au troisième, une voix de femme avait explosé comme le tonnerre. « Qui essaie de défoncer mon portail? Êtes-vous devenu fou ?» Le portail s'était ouvert en grinçant. Une femme d'âge moyen était apparue, le visage tordu par la colère. En voyant leurs vêtements poussiéreux, son hostilité s'était accentuée. « Que voulez-vous ici ?» avait-elle craché. « Vous avez l'air de mendiant et de voleur. Partez avant que j'appelle à l'aide. » Monsieur Andrew, bien que choqué, était resté calme. « Bonsoir, madame. Excusez notre apparence. Je suis le père de Michael, venu saluer votre famille. » Menteur! Avait-elle hurlé si fort que les voisins avaient jeté un coup d'œil. Le père de Michael est un homme riche avec des voitures de luxe. Vous n'êtes que des ouvriers sales qui essaient de me tromper. Un homme plus âgé était apparu, embarrassé. « Ma chère, s'il te plaît. Ce sont des visiteurs. Tais-toi. » Avait-elle coupé si sèchement que les 2 hommes avaient reculé. « Reste silencieux et laisse-moi gérer ça. » Une jeune femme magnifique était alors apparue.
Elle était élégante, mais son expression cruelle les avait glacés. Maman a raison, avait-elle ricané. Ce sont des ouvriers pauvres. Nous ne nous mêlons pas à des gens comme eux. L'homme plus âgé avait essayé à nouveau. Ma fille, nous ne devrions pas juger. Papa, tu es trop faible, avait-elle ri. Ces hommes ne sont personne d'important. Ils devraient partir avant de nous embarrasser. Le cœur de Chief Morrison battait fort. En 60 ans, il n'avait jamais vu un tel manque de respect familial. Si vous ne partez pas, avait averti la femme, j'appellerai les jeunes du village pour vous traîner dehors. Humiliés, les deux hommes étaient retournés silencieusement à leur camion, le cœur lourd de choc et de déception. Alors qu'ils atteignaient leur véhicule, perdus dans leurs pensées sur ce qui venait de se passer, ils avaient entendu des pas précipités derrière eux. Ils s'étaient retournés pour voir un homme âgé approcher, le visage rempli d'inquiétude et d'embarras. « S'il vous plaît, mes frères » avait appelé le voisin, légèrement essoufflé d'avoir couru pour les rattraper. « J'ai vu ce qui s'est passé dans cette maison, et je dois m'excuser au nom de notre village. Nous ne sommes pas tous comme cette famille. » L'homme âgé, qui s'était présenté comme Papa Joseph, avait secoué la tête tristement en regardant vers le compound qu'il venait de quitter. Cette famille est la honte de notre communauté depuis de nombreuses années. La mère et la fille sont exactement les mêmes, orgueilleuses, avides et cruelles envers quiconque elles jugent inférieur. Rien de bon n'est jamais sorti de cette maison. Monsieur Andrew avait retrouvé sa voix pour la première fois depuis l'incident. Mais monsieur, je suis vraiment le père de Michael. Je suis venu rencontrer les futurs beaux-parents de mon fils avec de bonnes intentions. Papa Joseph avait hoché la tête avec compréhension. Je vous crois, mon frère. Mais cette femme se vante auprès de quiconque veut l'entendre que sa fille épouse un homme riche de la ville. Elle se targue de bientôt posséder une voiture, une grande maison et des vêtements coûteux. Elle traite tout le monde dans ce village comme des serviteurs, pensant que le mariage de sa fille fera d'elle une reine. L'expression du voisin était devenue encore plus sérieuse. J'ai vécu dans ce village pendant 70 ans, et j'ai vu cette famille détruire chaque relation qu'il touche. La manière dont la fille traite son propre père devrait tout vous dire sur son caractère. Je plains toute famille qui se liera à eux par le mariage. Chief Morrison avait écouté en silence, son esprit d'homme d'affaires comprenant déjà toutes les implications de ce qu'ils avaient vu. Ce n'était pas seulement une question de comportement grossier. C'était une question de défauts fondamentaux de caractère qui empoisonnerait toute famille qu'il toucherait. « Merci pour votre gentillesse », avait dit Chief Morrison à Papa Joseph. « Vos paroles ont été plus précieuses que vous ne le pensez. » Alors qu'ils retournaient à Lagos dans l'obscurité grandissante, les deux hommes étaient restés silencieux pendant la majeure partie du trajet, chacun perdu dans ses pensées sur ce qu'ils avaient vécu et ce que cela signifiait pour leur famille. Lorsqu'ils avaient atteint le manoir de Chief Morrison, ils étaient émotionnellement épuisés, mais remplis de détermination. Il s'était assis dans son bureau, une pièce tapissée de livres et de récompenses qui racontait l'histoire de vie construite sur le travail acharné, l'intégrité et le respect des autres. Le contraste avec l'incident du village rendait la situation encore plus surréaliste. Monsieur Andrew s'était penché en avant, les mains jointes. « Mon ami, je ne peux pas permettre à mon fils d'épouser cette fille. As-tu vu comment elle a traité son père? As-tu vu la cruauté dans ses yeux ?» Chief Morrison avait servi 2 verres de whisky. « Andrew, ce qui me trouble le plus, ce n'est pas la manière dont elles nous ont traités, mais ce que cela a révélé de leur nature. Si nous étions arrivés dans des voitures coûteuses et des costumes élégants, elles nous auraient accueillis comme des rois. Nous avons vu qui elles sont vraiment lorsqu'elles pensaient que nous n'étions pas importants. » Monsieur Andrew avait hoché la tête sombrement. « Exactement. Elles nous ont montré leur caractère. Ce que j'ai vu, c'est de l'avidité, de l'orgueil et de la cruauté, des qualités que je ne peux accepter chez une belle fille. » Les deux amis étaient restés assis en silence, pesant les implications. Enfin, M. Andrew avait parlé. « Morrison, tu as mentionné que la fiancée de ton fils David vient séjourner chez toi. Après aujourd'hui, je pense que tu devrais aussi tester son caractère. Tu dois savoir qui elle est vraiment avant qu'il ne soit trop tard. » Chief Morrison avait acquiescé. « Tu as raison. J'ai supposé que le choix de David était bon parce qu'il est bon.
Mais même les hommes bons peuvent être trompés par ceux qui cachent leur véritable nature. La question, avait continué Andrew, est de savoir comment tester quelqu'un sans qu'il le sache. Les gens agissent différemment quand ils sont observés. Morrison avait commencé à faire les 100 pas. Et si je ne lui disais pas qui je suis? Et si je me présentais comme quelqu'un d'insignifiant? Quelqu'un dont l'opinion ne compte pas pour elle? L'idée flottait dans l'air comme une révélation. Les deux hommes avaient immédiatement compris qu'ils avaient trouvé un plan pour révéler la vérité dans sa forme la plus pure. C'est brillant, avait dit Andrew, les yeux brillants. Si elle ne sait pas que tu es le père de David, elle te traitera comme elle traite ceux qu'elle considère inférieurs à elle. Tu verras son véritable caractère, pas la performance destinée à impressionner. Les 2 jours suivants s'étaient écoulés dans un tourbillon de préparation et d'anticipation. Chief Morrison avait regardé sa maison avec un regard nouveau, imaginant ce que cela ferait de vivre là comme quelqu'un de powerless, dont les sentiments et la dignité n'auraient aucune importance. Le mercredi soir, l'appel de David était arrivé à l'heure prévue. Sa voix était pleine d'excitation alors qu'il parlait de l'arrivée de sa fiancée. « Papa, » avait dit David, « Annabelle arrivera demain soir par le vol de 18 h depuis Londres. Elle est tellement excitée de enfin te rencontrer. Je lui ai dit que tu prendrais grand soin d'elle jusqu'à ce que je revienne dans 2 mois pour la cérémonie de fiançailles. » Le rythme cardiaque de Chief Morrison s'était accéléré alors que la réalité de ses plans s'installait. « Ne t'inquiète pas, mon fils, » avait-il dit calmement. « Je prendrai très bien soin d'elle. Elle verra exactement dans quelle famille elle s'apprête à entrer. » Après avoir raccroché, il avait convoqué une réunion urgente de son personnel domestique. Marie la cuisinière, James le nettoyeur, Sarah la gouvernante et Thomas le chauffeur. Ils s'étaient rassemblés dans le salon, leurs visages curieux face à cette convocation inhabituelle. « Mes chers amis » avait commencé Morrison, utilisant le terme qu'il employait toujours car il les considérait comme une famille. « J'ai besoin de votre aide pour quelque chose d'important. Demain, la fiancée de mon fils arrivera pour séjourner 2 mois. Pendant ce temps, je veux découvrir son véritable caractère. » Il avait marqué une pause. « Je vais prétendre être un chauffeur nommé Peter. Vous devez tous me traiter comme si je n'étais qu'un employé ici, sans réelle importance. Pouvez-vous m'aider ?» Marie, qui était avec la famille depuis 15 ans, avait rapidement compris. « Chief, vous voulez voir si elle respecte les pauvres. » « Exactement », avait confirmé Morrison. « Le véritable caractère se révèle dans la manière dont on traite ceux qui ne peuvent ni nous aider ni nous nuire. Si elle est gentille avec un chauffeur mais cruelle avec David, alors elle n'est pas faite pour notre famille. » Thomas avait soulevé une préoccupation. « Et si elle vous reconnaît à partir de photos ?» Morrison avait souri. « David est à Londres depuis 3 ans. Sa dernière photo de moi date d'avant ma barbe et mes cheveux gris. Je porterai aussi des vêtements simples et parlerai différemment. Elle s'attend à un homme d'affaires riche, pas à un chauffeur humble. » Sarah avait hoché la tête. « Nous lui dirons que vous êtes parti pour une affaire urgente et que vous avez laissé Peter en charge de son transport. »« Parfait », avait approuvé Morrison. « Une dernière chose. Je vais installer de petites caméras dans toute la maison. Pas pour espionner, mais pour enregistrer ce qui se passe. Si elle est une bonne femme, les enregistrements le prouveront. Sinon, » il avait laissé les mots en suspens. James, protecteur de la réputation de la famille, semblait inquiet. « Chief, et si elle est cruelle avec vous? Ce sera dur pour nous de regarder sans rien faire. » Morrison avait posé une main sur son épaule. « Si elle maltraite Peter, elle finira par maltraiter David. Mieux vaut que je souffre pendant 2 mois que mon fils toute une vie. Pouvez-vous tous être assez forts pour m'aider ?» Le personnel avait hoché la tête solennellement. Ils savaient que leur employeur bien-aimé s'embarquait dans l'un des voyages les plus difficiles de sa vie, et ils étaient honorés de l'aider à protéger l'avenir de David. Ce soir-là, alors que Morrison était allongé dans son lit, regardant le plafond, il se demandait s'il faisait le bon choix. Au matin, il se transformerait de l'un des hommes d'affaires les plus respectés du Nigeria en Peter, un simple chauffeur dont la dignité reposerait entre les mains d'une jeune femme sur le point de révéler son véritable caractère.
L'air du soir était lourd d'humidité alors que Chief Morrison se tenait près de la fenêtre de sa chambre, regardant le portail principal de son compound. Il avait passé l'après-midi à se transformer de l'un des hommes d'affaires les plus puissants de Lagos en Peter, un humble chauffeur. Ses montres coûteuses étaient rangées sous clé, remplacées par une simple montre en plastique. Ses costumes sur mesure restaient intacts dans la garde-robe, tandis qu'il portait un pantalon kaki délavé et une chemise blanche usée qui avait connu de meilleurs jours. Il s'était même entraîné à marcher différemment, moins assuré, plus déférent. À 18h30 précise, un taxi jaune s'était arrêté devant les grilles en fer ornées. À travers les vitres teintées, Chief Morrison avait eu un premier aperçu de la femme que son fils avait l'intention d'épouser. Annabelle était sortie comme une reine descendant de son carrosse, ses longs cheveux soyeux captant la lumière des lampes de sécurité du compound. Elle était indéniablement belle, grande, élégante, avec une présence qui attirait les regards partout où elle allait. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention de Chief Morrison alors qu'elle observait sa propriété. Il parcourait les jardins bien entretenus, la fontaine, les voitures de luxe dans le garage avec une intensité qui parlait de calcul plutôt que d'appréciation. Elle faisait un inventaire, mesurant la valeur de ce qu'elle voyait. « Bonsoir, mademoiselle », avait dit Chief Morrison, se hâtant d'ouvrir le portail avec la posture soumise qu'il avait répétée. « Je suis Peter, votre chauffeur. Bienvenue à Lagos. » Le regard d'Annabelle l'avait balayé avec dédain, comme quelqu'un qui jette un coup d'œil à un meuble avant de décider qu'il ne mérite pas d'attention. « Où est Chief Morrison » avait-elle exigé, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi. « Il a été appelé pour une affaire urgente à Abuja, mademoiselle », avait répondu Chief Morrison, utilisant l'histoire qu'ils avaient préparée. « Mais il a laissé des instructions pour que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. La maison est à vous. » Sans un mot de reconnaissance ou de remerciement, Annabelle était passée devant lui en direction de l'entrée principale du manoir, ses talons de créateur cliquant contre le chemin de marbre. Chief Morrison l'avait suivie, portant ses bagages coûteux, notant déjà comment elle s'attendait à être servie sans gratitude. Marie, la cuisinière de longue date, était sortie de la maison avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, mademoiselle Annabelle. Je suis Marie. Je vais vous montrer votre chambre et préparer ce que vous souhaitez pour le dîner. » L'inspection de la suite des invités par Annabelle était critique. « Cette pièce semble plus petite que ce à quoi je m'attendais », avait-elle annoncé, passant son doigt sur la commode comme pour vérifier la poussière. « Et il y a une drôle d'odeur. A-t-elle été correctement aérée ?» Le visage de Marie avait montré une lueur de douleur avant qu'elle ne se ressaisisse. « Je l'ai nettoyée moi-même ce matin, mademoiselle. Laissez-moi ouvrir plus de fenêtres pour vous. » Ce soir-là, alors que Chief Morrison était allongé sur le lit étroit des quartiers des chauffeurs, il regardait les images des caméras cachées sur un petit moniteur. Annabelle se déplaçait dans la maison comme si elle en était déjà la maîtresse, ouvrant les tiroirs, examinant les œuvres d'art et prenant des notes mentales sur tout ce qui avait de la valeur. Elle se comportait comme si tout cela lui appartiendrait un jour. Les 2 premiers jours s'étaient écoulés calmement, Annabelle maintenant une façade de politesse qui aurait pu tromper quelqu'un de moins observateur. Mais Chief Morrison, avec des décennies d'expérience à lire les gens, avait remarqué les signes. Les claquements de doigts, l'impatience lorsque le service était un peu lent, son ton condescendant. Le masque était tombé le 3e matin. « Peter !» avait crié une voix à travers le manoir à 8h15, faisant sursauter les oiseaux dans le jardin. Chief Morrison s'était précipité depuis la cuisine, le cœur battant. Il avait trouvé Annabelle dans la salle à manger, pointant son petit déjeuner qui refroidissait. « Où étais-tu » avait-elle exigé. « Penses-tu que je suis une personne ordinaire qui peut manger de la nourriture froide ?»« Je m'excuse, mademoiselle » avait répondu Chief Morrison, restant calme malgré sa fureur. Marie venait de terminer. « Je ne veux pas d'excuses. » La main d'Annabelle s'était déplacée plus vite qu'il n'avait pu réagir. Le claquement sec de sa paume contre sa joue avait résonné comme un coup de feu. La douleur était intense, mais l'impact émotionnel était pire. En 60 ans de vie, à travers la pauvreté, les luttes et la construction d'un empire, personne n'avait jamais frappé Chief Morrison. Il était resté figé,
chaque instinct le poussant à se révéler et à la jeter dehors. « Soyons clairs », avait dit Annabelle, sa voix calme plus glaçante que ses cris. « Je serai l'épouse de l'héritier de cette famille. Cela fait de moi votre patronne. Si vous êtes encore en retard pour le petit déjeuner, le dîner ou tout autre service, vous vous agenouillerez dans le jardin pendant 1 heure sous le soleil. Comprenez-vous » La gorge de Chief Morrison était sèche. « Oui, mademoiselle. » En partant, sa main avait touché sa joue brûlante. Depuis la porte de la cuisine, Marie se tenait là, les larmes coulant sur son visage, bouleversée par ce qui venait d'arriver à l'homme qui avait été comme un père pour elle pendant 15 ans. Ce qui avait suivi au cours des jours suivants était une campagne systématique d'humiliation qui révélait des profondeurs de cruauté que Chief Morrison n'avait jamais imaginées. Annabelle semblait prendre un réel plaisir à créer des situations où elle pouvait exercer son pouvoir sur ceux qu'elle considérait inférieurs. La punition du genou était devenue régulière. Lorsqu'il était en retard de 3 minutes avec son thé de l'après-midi, elle l'avait fait s'agenouiller sur le sol de marbre du couloir pendant 1 heure pendant qu'elle était assise dans le salon, le regardant de temps en temps avec satisfaction. Lorsqu'il avait apporté son déjeuner mais oublié la marque spécifique d'eau en bouteille qu'elle préférait, la punition avait été prolongée à 2 heures dans le jardin sous le soleil brûlant de Lagos. « Regardez-vous » avait-elle dit lors d'une de ces sessions, debout au-dessus de lui alors qu'il s'agenouillait sur le béton chaud. Elle portait une robe que Chief Morrison savait coûter plus que le salaire annuel de la plupart des gens. « Voyez-vous cette tenue ? Le tissu de cette robe coûte plus d'argent que votre famille entière n'en verra de toute sa vie. Vous n'êtes rien comparé à moi. Vous êtes moins que rien. » Sa créativité pour trouver des fautes semblait sans limite. Elle inspectait la voiture qu'il avait nettoyée et la déclarait insatisfaisante, le forçant à la laver encore et encore jusqu'à ce que ses mains soient à vif. Elle goûtait les repas que Marie préparait avec soin, puis annonçait que la nourriture était trop médiocre pour quelqu'un de son statut et exigeait quelque chose de totalement différent. James, l'homme doux qui maintenait la maison impeccable depuis plus d'1 décennie, s'était retrouvé à nettoyer la même salle de bain 5 fois en un après-midi parce qu'Annabelle prétendait qu'elle pouvait encore détecter des traces d'odeur. Sarah, la gouvernante fière de son travail, était forcée de repasser la même chemise à plusieurs reprises parce qu'Annabelle insistait qu'elle voyait des plis qui n'existaient que dans son imagination. Mais l'aspect le plus troublant était peut-être à quel point Annabelle semblait apprécier la souffrance qu'elle causait. Son visage s'illuminait de bonheur véritable lorsqu'elle lançait une insulte cinglante ou imposait une punition humiliante. Elle avait découvert qu'elle avait un pouvoir absolu sur la vie de ces gens et exerçait ce pouvoir avec l'enthousiasme d'un enfant jouant avec de nouveaux jouets. 2 semaines après son arrivée, alors que Chief Morrison pensait avoir vu le pire du caractère d'Annabelle, elle révéla des profondeurs de tromperie qui le firent douter de tout ce qu'il pensait savoir sur la nature humaine. Peter, avait-elle annoncé un matin, son ton portant l'autorité désinvolte qu'elle avait adoptée pour donner des ordres. « Vous me conduirez à Victoria Island aujourd'hui. J'ai du shopping à faire et des amis à rencontrer. » Mais il y avait quelque chose de différent dans son comportement, une excitation secrète qui mit Chief Morrison en alerte. Alors qu'il se préparait à partir, elle s'était tournée vers lui avec des yeux qui portaient un avertissement plus glaçant que toutes les menaces qu'elle avait proférées auparavant. « Je veux être très claire sur une chose », avait-elle dit, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Aujourd'hui, vous verrez des choses. Vous entendrez des choses. Si vous en parlez à David ou à qui que ce soit d'autre, je ne me contenterai pas de vous renvoyer. Je m'assurerai que vous et tous ceux qui vous sont chers souffriez d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai des relations. Je peux détruire des vies. Comprenez-vous » Chief Morrison avait hoché la tête, bien que chaque fibre de son être se révoltait face au mal qu'il voyait chez cette femme censée devenir sa belle-fille. Le trajet jusqu'à l'hôtel Echo était silencieux, mais Chief Morrison sentait l'anticipation émaner de sa passagère. Lorsqu'ils étaient arrivés, il avait compris pourquoi. Un jeune homme attendait, grand, bien habillé, et clairement pas son fils, David. Le visage de l'homme s'était illuminé lorsqu'il avait vu leur voiture, et il s'était avancé avec l'impatience d'un amant. « Tony !» La voix d'Annabelle s'était transformée, douce, aimante, pleine d'une émotion sincère que Chief Morrison n'avait jamais entendue auparavant. Elle avait pratiquement sauté de la voiture dans les bras du jeune homme,
et il s'était enlacé avec une passion qui avait retourné l'estomac de Chief Morrison. Ce n'était pas l'affection chaste d'un amour naissant. C'était la fin désespérée d'une relation établie. Ils s'étaient embrassés avec une intimité qui parlait de mois, peut-être d'années, de rencontres secrètes. « Je t'ai tellement manqué », avait murmuré Tony, ses mains parcourant son corps d'une manière qui aurait brisé le cœur de David. « Je sais, bébé », avait roucoulé Annabelle avec satisfaction. « Mais nous devons être prudents. Encore quelques mois, et j'épouserai cet idiot. Ensuite, nous pourrons être ensemble pour toujours avec tout son argent. » Chief Morrison était assis sur le siège du conducteur, ses mains agrippant le volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Son fils était à des milliers de kilomètres à Londres, travaillant 16 heures par jour, économisant pour leur mariage, rêvant de la vie qu'il construirait avec cette femme. Pendant ce temps, elle était ici, dans le compound de son père, planifiant non seulement de voler l'argent de David, mais de continuer cette liaison tout au long de leur mariage. Lorsqu'ils étaient revenus 3 heures plus tard, la transformation d'Annabelle en sa persona froide et autoritaire fut immédiate. « Souvenez-vous de ce que je vous ai dit, vieil homme » avait-elle dit en descendant de la voiture. « Un mot à quiconque à propos d'aujourd'hui, et votre vie devient un enfer. Pas seulement perdre votre emploi. Je parle de choses qui vous feront regretter d'être né. » Ce samedi-là, Chief Morrison était assis face à M. Andrew dans un petit restaurant discret à Surrey. Les deux hommes étaient habillés en vêtements simples de citoyens ordinaires. Le contraste entre leur apparence actuelle et leur statut habituel de deux des hommes d'affaires les plus influents du Nigeria aurait été comique dans d'autres circonstances. Maintenant, cela semblait être un déguisement nécessaire pour deux hommes dont la foi en la nature humaine avait été profondément ébranlée. « Mon ami », avait commencé Chief Morrison, sa voix portant le poids de tout ce qu'il avait enduré ces dernières semaines. « Tu as été sage de me conseiller de tester la fiancée de David. Ce que j'ai découvert a dépassé mes pires craintes. » Il avait tout raconté, les humiliations quotidiennes, les abus physiques, le traitement cruel des membres du personnel fidèle qui était devenu comme une famille pour lui, et enfin, la découverte dévastatrice de la liaison continue d'Annabelle avec Tony. Monsieur Andrew avait écouté avec une horreur croissante, son visage s'assombrissant à chaque révélation. Quand Chief Morrison avait terminé son récit, il y eut un long moment de silence avant que son ami ne trouve les mots. « Morrison, » avait dit M. Andrew lentement, « ce que tu as décrit n'est pas juste une mauvaise femme. C'est une personne dont l'âme a été corrompue par l'avidité et la cruauté à un degré que je n'ai jamais rencontré. La fille que nous avons rencontrée dans le village était grossière et irrespectueuse. Mais cette femme est une prédatrice. » Chief Morrison avait hoché la tête sombrement. « Il y a des moments où je l'observe, et je vois quelque chose dans ses yeux qui me fait peur. Ce n'est pas juste de la méchanceté ou de l'égoïsme. C'est comme si elle prenait vraiment plaisir à faire souffrir les autres. Elle se nourrit de la souffrance des gens qui ne peuvent pas se défendre, et la tromperie. » Monsieur Andrew avait demandé, la pire partie, c'est à quel point c'est calculé. Chief Morrison avait répondu, ce n'est pas un moment de faiblesse ou une erreur née de la solitude. Elle a planifié toute cette tromperie. Elle a l'intention d'épouser David pour son argent tout en continuant sa relation avec ce Tony. Mon fils n'est rien d'autre qu'une transaction financière pour elle. Monsieur Andrew avait posé sa main sur l'épaule de son ami. Tu fais preuve d'une force incroyable, Morrison. Des hommes moins forts se seraient déjà révélés et l'auraient jeté dehors dans un accès de rage. Mais ton fils doit voir la vérité de ses propres yeux, sinon il ne le croira jamais. Parfois, tard dans la nuit, je me demande si je fais la bonne chose, avait admis Chief Morrison. L'humiliation, les abus physiques. Il y a des moments où je me demande si une vérité vaut ce prix. Le bonheur futur de ton fils vaut ce prix, avait répondu M. Andrew fermement. Peux-tu imaginer à quoi ressemblerait la vie de David marié à cette femme? Elle le détruirait lentement, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste rien de l'homme bon que tu as élevé. Comme si le tourment privé ne suffisait pas, Annabelle avait bientôt étendu son règne de terreur en invitant ses amis à la maison. C'étaient de jeunes femmes issues de familles riches de Lagos qui partageaient son sentiment de supériorité et son mépris pour les sentiments de ceux qu'elle considérait comme des serviteurs. La première fois qu'elles étaient arrivées,
3 filles habillées de manière coûteuse descendant d'un SUV de luxe comme si elles entraient sur un plateau de cinéma, Chief Morrison savait que ses souffrances allaient atteindre de nouveaux niveaux. Mesdemoiselles, avait annoncé Annabelle alors qu'elle s'installait dans le salon, ceci est mon palais temporaire jusqu'à ce que j'épouse David. Le personnel est là pour nous servir, alors n'hésitez pas à demander quoi que ce soit. Ce qui avait suivi était une leçon magistrale en cruauté désinvolte. Les filles traitaient Chief Morrison et les autres membres du personnel comme des machines existant uniquement pour leur commodité. Elles claquaient des doigts lorsqu'elles voulaient des boissons, lançaient leurs sacs à main coûteux à Sarah pour qu'elle les porte, et parlaient du personnel comme s'ils étaient invisibles. Vieil homme avait appelé l'une d'elles à Chief Morrison lors de sa 2e semaine de ce calvaire. Apportez-nous plus de glace et bougez plus vite. Nous ne vous payons pas pour marcher comme une tortue. Mais c'était lors d'une de ces réunions que Chief Morrison avait surpris une conversation révélant à quel point la tromperie d'Annabelle était profonde. Les filles se prélassaient près de la piscine, leur voix portant alors que Chief Morrison nettoyait à proximité, essayant de rester invisible pendant que les caméras cachées enregistraient chaque mot. « Annabelle, ma chérie, avait dit une amie, parle-nous encore de ce David. Est-il vraiment aussi ennuyeux que tu le prétends ?» Le rire d'Annabelle était comme du cristal qui se brise. Ennuyeux est un euphémisme, Kimi. Cet homme n'a absolument aucune personnalité. Il passe tout son temps à cet hôpital à Londres, à sauver des vies en pensant qu'il fait une différence. C'est pathétique. Mais il est riche, non ? Avait demandé une autre amie. Sa famille est extrêmement riche, avait confirmé Annabelle. Son père possède la moitié de la gosse, et David est l'unique héritier. Quand le vieil homme mourra, tout appartiendra à mon mari. Et quand mon mari mourra, elle avait laissé l'implication en suspens. Et Tony ? Avait demandé Kimi avec intérêt. Tu le vois toujours, n'est-ce pas ? Bien sûr, avait répondu Annabelle. Tony, c'est pour la passion et l'amour. David, c'est pour la sécurité financière et le statut. Pourquoi me limiter quand je peux avoir les deux ? N'as-tu pas peur que David le découvre ? Annabelle avait jeté un coup d'œil vers Chief Morrison, qui faisait semblant de se concentrer entièrement sur son nettoyage. Qui va lui dire ? Ses serviteurs savent ce qu'il en coûte. Ils comprennent ce qui arrive aux gens qui trahissent ma confiance. La manière désinvolte dont elle parlait de détruire la vie de son fils sans une once de culpabilité révéla à Chief Morrison qu'il n'avait pas affaire à quelqu'un qui faisait simplement de mauvais choix. C'était une personne entièrement corrompue par l'avidité et l'égoïsme. Au fil des semaines, la cruauté d'Annabelle s'intensifiait à des niveaux qui poussaient Chief Morrison au bord de son endurance. C'était comme si elle avait développé une addiction à causer de la douleur et de l'humiliation. Et comme tout accro, elle avait besoin de doses toujours plus fortes pour atteindre la même satisfaction. L'incident qui avait presque brisé sa résolution s'était produit un mardi matin, lors de la 5e semaine de son séjour. Chief Morrison était dans la cour, lavant soigneusement sa voiture pour la 3e fois ce jour-là parce qu'elle prétendait voir des taches d'eau invisibles pour tous les autres. Il avait entendu sa voix avant de la voir, aiguë avec la marque particulière de fureur qu'elle réservait à ses punitions les plus créatives. Quand elle était apparue, son visage était rouge de colère pour une offense perçue existant uniquement dans son imagination. « Espèce d'incompétent vieil imbécile !» avait-elle crié, sa voix résonnant contre les murs du compound. « Regardez ce travail pathétique que vous avez fait. Pensez-vous que je suis aveugle ? Pensez-vous que je ne vois pas ces traînées ?» Avant que Chief Morrison ne puisse répondre, elle avait saisi une grosse branche tombée d'un des arbres du jardin. Le premier coup sur ses épaules l'avait fait trébucher, une douleur explosive traversant son dos comme du feu. « Vous êtes inutile », avait-elle continué, ponctuant chaque mot d'un autre coup. « Complètement inutile. Vous ne serez jamais rien. Vos enfants ne seront jamais rien. Vous n'êtes qu'un pauvre chauffeur, et c'est tout ce que vous serez jamais. » Quand il était tombé à genoux sous les coups, elle avait commencé à le frapper avec ses chaussures coûteuses, son visage tordu par une satisfaction sauvage qui révélait la véritable profondeur de son caractère. « Levez-vous », avait-elle ordonné lorsqu'elle s'était épuisée. « Nettoyez cette voiture à nouveau, et si je vois la moindre tache, nous répéterons cette leçon. » Chief Morrison s'était agenouillé sur le béton, son corps douloureux, son esprit presque brisé,
mais sa résolution renforcée par le fait de savoir que chaque moment de cet abus était enregistré. Son fils devait voir cette vérité, peu importe ce qu'il en coûtait à son père pour la révéler. Ce soir-là, alors que Marie appliquait délicatement de la pommade sur les bleus de son dos, ils pleuraient tous deux en silence pour ce qu'ils devaient endurer pour protéger David de la malignité de cette femme. Après 8 semaines d'abus systématiques, de tromperie et de cruauté, l'appel que Schiff Morrison redoutait et anticipait à la fois était enfin arrivé. La voix de David crépitait à travers la connexion internationale, pleine d'excitation et d'amour pour une femme qui n'existait que dans son imagination. « Papa », avait dit David, son bonheur audible à travers les milliers de kilomètres qui les séparaient. « Je rentre demain. J'ai la bague de fiançailles d'Annabelle, et j'ai organisé la cérémonie pour le week-end prochain. J'ai hâte que tu l'accueilles officiellement dans notre famille. » Schiff Morrison avait fermé les yeux, ressentant le poids de tout ce qu'il avait enduré et de tout ce que son fils était sur le point d'apprendre. « Oui, mon fils, » avait-il répondu, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Je t'attendrai. Nous avons beaucoup à discuter concernant ta fiancée. » Ce soir-là, il avait réuni son personnel une dernière fois dans leur conspiration de protection. Marie, James, Sarah et Thomas étaient assis dans la cuisine, leurs visages reflétant la tension des 2 derniers mois, mais aussi la satisfaction de personnes qui avaient servi un objectif plus grand. « Demain, » leur avait dit Schiff Morrison, « tout ce que nous avons souffert sera révélé. David verra la vérité sur la femme qu'il prévoyait d'épouser, et justice sera enfin rendue. Je vous remercie tous pour votre courage, votre loyauté et votre volonté d'endurer cette épreuve avec moi. » Marie avait tendu la main et pris la sienne. « Schiff, » avait-elle dit doucement, « nous ferions n'importe quoi pour protéger Maître David. Cette femme aurait détruit sa vie. » « Oui, » avait acquiescé Schiff Morrison, pensant aux preuves qu'ils avaient recueillies. Des heures de séquences vidéo montrant le véritable caractère d'Annabelle dans toute sa laideur. Demain, il verra qui elle est vraiment, et il sera libre de trouver l'amour qu'il mérite. Cette nuit-là, Schiff Morrison avait à peine dormi. Dans quelques heures, il redeviendrait Schiff Morrison, l'un des hommes d'affaires les plus respectés du Nigeria, au lieu de Peter, le chauffeur humble. Plus important encore, il sauverait son fils de la plus grande erreur de sa vie. Après 8 semaines de torture, le lendemain matin, Schiff Morrison s'était levé tôt. Il s'était douché, avait enfilé son meilleur costume et s'était préparé pour ce qui serait le jour le plus important de sa vie. À 10 heures, une voiture s'était arrêtée devant le portail. David en était sorti, beau et heureux, portant des fleurs et des cadeaux. Peter avait appelé Annabelle depuis la maison. « Viens porter les bagages de David. » Schiff Morrison s'était dirigé lentement vers la voiture, toujours habillé en chauffeur. « Papa, » avait dit David, confus. « Pourquoi es-tu habillé comme ça? Où est papa? » Annabelle était sortie en courant de la maison. « David, mon amour, tu m'as tellement manqué. » Elle s'était arrêtée soudainement en voyant David parler au chauffeur. « David, » avait-elle dit lentement, « pourquoi appelles-tu le chauffeur papa? » David avait regardé son père, puis Annabelle, puis à nouveau son père. « Annabelle, » avait dit David calmement, « je te présente mon père, Schiff Morrison. » Le visage d'Annabelle était devenu blanc. Ses mains tremblaient. Sa bouche s'était ouverte, mais aucun mot n'en était sorti. « Non, » avait-elle murmuré. « Non, non, non. Ce n'est pas possible. » Schiff Morrison l'avait regardé avec des yeux froids. « Bonjour, Annabelle. Te souviens-tu de moi? Le vieil imbécile dont la robe pourrait nourrir toute ma famille. » Annabelle était tombée à genoux. « Schiff Morrison, s'il vous plaît, je peux expliquer. »« Expliquer quoi ?» avait demandé David, confus. « Que se passe-t-il » Schiff Morrison était entré dans la maison. « Venez tous les deux. Nous devons regarder quelque chose ensemble. » Dans le salon, Schiff Morrison avait allumé le grand téléviseur. Il avait préparé une vidéo montrant tout ce qu'Annabelle avait fait au cours des 2 derniers mois. David avait regardé avec horreur sa fiancée frapper son père. Il l'avait vu le faire s'agenouiller sous le soleil. Il l'avait vu tromper avec un autre homme. Il l'avait entendu dire qu'elle ne l'épousait que pour son argent.
Il l'avait vu frapper son père avec un bâton. À chaque scène, le visage de David devenait de plus en plus en colère. « David, s'il te plaît » avait supplié Annabelle, des larmes coulant sur son visage. « Je ne savais pas qu'il était ton père. Je pensais qu'il n'était qu'un chauffeur. »« Juste un chauffeur ?» avait crié David en se levant. « Alors ça rend acceptable de traiter les gens comme des animaux ?» David s'était tourné vers Annabelle, les yeux pleins de colère et de déception. « Même s'il n'était qu'un chauffeur, » avait dit David, la voix tremblante, « comment as-tu pu traiter un autre être humain comme ça? Comment as-tu pu me tromper? Comment as-tu pu être aussi cruel? David, s'il te plaît, donne-moi une autre chance, » avait pleuré Annabelle. « Je t'aime. Je changerai. Je promets que je changerai. »« Aimer ?» avait ri David amèrement. « Je t'ai entendu sur la vidéo. Tu as dit que tu ne m'épousais que pour l'argent. Tu as dit que j'étais stupide. Tu as dit que quand mon père mourra, tu prendras tout. » Chief Morrison s'était avancé. « Mon fils, cette femme m'a montré qui elle est vraiment. Pendant 2 mois, j'ai vécu comme un serviteur dans ma propre maison. Elle m'a frappé, insulté, fait m'agenouiller comme un chien, et tout ce temps, elle te trompait. Mais le pire, avait continué Chief Morrison, ce n'est pas la manière dont elle m'a traité. C'est la manière dont elle a traité tous les employés de cette maison. Marie, qui cuisine avec amour. James, qui nettoie avec fierté. Sarah, qui travaille dur tous les jours. Elle les a tous traités comme s'ils n'étaient pas des êtres humains. » David avait regardé le visage triste de son père et vu la douleur dans ses yeux. « Papa, » avait dit David doucement, « je suis tellement désolé. J'ai amené ce démon dans notre maison. » Il s'était tourné vers Annabelle. « Mon père est l'homme qui m'a élevé seul après la mort de ma mère. Il a travaillé jour et nuit pour m'envoyer à l'école. Il a tout sacrifié pour moi. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et toi, tu l'as traité comme un déchet. David, s'il te plaît. »« Non, » avait crié David. « Je ne pourrai jamais épouser quelqu'un qui traite les gens comme tu le fais. Tu m'as montré ton véritable cœur. Tu n'es pas la femme que je pensais que tu étais. » Chief Morrison avait appelé ses gardes de sécurité. « Veuillez escorter mademoiselle Annabelle hors de ma maison, » avait-il dit calmement. « Attendez » avait crié Annabelle. « David, réfléchis à ce que tu fais. Je suis belle. Je suis jeune. Tu ne trouveras jamais une autre femme comme moi. » David l'avait regardé avec dégoût. « Tu as raison. J'espère ne jamais trouver une autre femme comme toi. Je veux une femme avec un bon cœur, pas un beau visage avec une âme laide. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je serai différente. »« Non, » avait dit Chief Morrison fermement. « Tu as eu 2 mois pour nous montrer qui tu es vraiment. Et tu l'as fait. » Les gardes de sécurité avaient escorté Annabelle jusqu'au portail, doucement mais fermement. Elle pleurait et suppliait, mais personne n'écoutait. Alors que le portail se refermait derrière elle, David avait serré son père dans ses bras. « Papa, je suis tellement désolé que tu aies traversé tout ça pour moi. » Chief Morrison avait souri tristement. « Mon fils, parfois nous devons traverser la douleur pour trouver la vérité. Mieux vaut le savoir maintenant qu'après le mariage. » Ce soir-là, le père et le fils étaient assis ensemble sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Papa, » avait dit David, « comment as-tu su qu'il fallait la tester ?» Chief Morrison lui avait raconté l'expérience de M. Andrew dans le village. « Mon ami a appris que les gens montrent leur véritable caractère quand ils pensent que personne d'important ne les regarde. Riches, pauvres, éduqués, non éduqués, l'argent et l'éducation ne font pas de quelqu'un une bonne ou une mauvaise personne. C'est le cœur qui le fait. » David avait hoché la tête. « Je pensais que je l'aimais, mais je n'aimais que le masque qu'elle portait. L'amour, ce n'est pas seulement la beauté, mon fils. C'est la gentillesse, le respect et le caractère. Une bonne femme traite tout le monde bien, l'homme riche comme le chauffeur pauvre, parce qu'elle comprend que tous les gens ont de la valeur. » Le lendemain, David avait officiellement annulé les fiançailles. Il avait également appelé son ami Michael pour le mettre en garde contre sa fiancée. Monsieur Andrew était heureux lorsqu'il avait entendu la nouvelle. « Ton père est un homme sage, » avait-il dit à David. «
Nous avons tous les deux sauvé nos fils de mariage terrible. Chief Morrison avait réuni tous ses employés et les avait remerciés pour leur aide dans le test. Il leur avait donné à chacun une prime et les avait promus à de meilleurs postes. Vous avez tous montré de la loyauté et de la gentillesse pendant une période difficile, leur avait-il dit. Cela vaut plus que de l'or. Cette histoire nous montre que le véritable caractère se révèle non pas par la manière dont quelqu'un traite ceux qui peuvent l'aider, mais par la manière dont il traite ceux qu'il pense incapables de le faire. La cruauté d'Annabelle envers celui qu'elle croyait être juste un chauffeur a montré son vrai cœur. Pendant ce temps, la gentillesse de Grace envers les patients et les travailleurs montrait le sien. L'histoire nous rappelle que la beauté s'estompe, l'argent peut être perdu, mais le caractère dure pour toujours. Le test de Chief Morrison était douloureux mais nécessaire. Mieux vaut découvrir la vérité avant le mariage qu'après. Cette histoire a-t-elle touché votre cœur ? Vous a-t-elle fait réfléchir à la manière dont vous traitez les gens autour de vous ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables qui vous feront réfléchir, ressentir et peut-être même changer votre façon de voir le monde. Souvenez-vous, traitez tout le monde avec respect, car vous ne savez jamais qui pourrait vous observer. Et plus important encore, parce que tout le monde mérite de la gentillesse, peu importe qui regarde. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos dernières histoires, et partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Une fille a sauvé sa mère du plan diabolique de son mari. Que s'est-il passé ensuite? Bonjour à tous, bienvenue dans notre histoire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous regardez. Il était 22h30. Lydia se préparait à aller se coucher lorsqu'elle entendit son mari, Charles, dans la cuisine, en train de préparer du thé. C'était étrange, car Charles ne faisait jamais de thé. Leur fille de 14 ans, Rachel, était censée faire ses devoirs à l'étage, mais elle ne le faisait pas. Elle observait son père à travers l'entrebâillement de la porte de sa chambre. Cela faisait des semaines que Rachel surveillait son père. Quelque chose n'allait pas chez lui. Il agissait différemment. Il chuchotait au téléphone. Il rentrait tard, et ce soir-là, il faisait quelque chose d'étrange qui lui donnait la nausée. Elle le vit sortir une petite bouteille en verre de la poche de sa veste. Le liquide à l'intérieur était clair, comme de l'eau. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Puis, il versa quelques gouttes dans la tasse de thé. Lydia, appela Charles doucement depuis la cuisine. « Je t'ai préparé du thé, chérie. » Le cœur de Rachel se mit à battre rapidement. Elle devait avertir sa mère. Elle descendit en courant et attrapa le bras de sa mère juste au moment où Lydia se dirigeait vers la cuisine. « Maman, attends, » murmura Rachel. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Lydia. Les mains de Rachel tremblaient. Sa voix aussi. Puis, soudain, les mots jaillirent de sa bouche. « Ne bois pas ce thé, maman. Papa veut te faire du mal. » Lydia sentit son cœur s'arrêter. Les yeux écarquillés de sa fille étaient remplis de peur. Elle pouvait à peine respirer tandis que Rachel répétait « Papa a mis quelque chose de nocif dans ton thé. Je l'ai vu faire. » Lydia se figea. L'homme en qui elle avait toute confiance. Pouvait-il vraiment essayer de mettre quelque chose dans son thé? Cette nuit-là allait changer sa vie pour toujours. 15 ans plus tôt, Lydia avait épousé Charles Johnson. Elle n'avait que 22 ans, tout juste sortie de l'université, rêvant de devenir enseignante. Charles, 25 ans, vendait des voitures et l'avait séduite avec ses mots doux et ses grandes promesses. « Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde », lui avait-il dit le jour de leur mariage. « Tu n'auras jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit tant que je serai là. » Lydia le croyait totalement. Elle venait d'une bonne famille. Son père possédait plusieurs hectares de terres agricoles à l'extérieur de la ville, et à sa mort, il avait tout légué à Lydia. Ces terres valaient beaucoup d'argent et auraient pu assurer son avenir. Mais Lydia était amoureuse, et l'amour la poussait à faire entièrement confiance à Charles. Pendant leur première année de mariage, Charles semblait être le mari parfait. Il lui offrait des fleurs tous les vendredis. Il préparait le petit déjeuner le dimanche. Il parlait de leurs futurs enfants et de la grande maison qu'ils construiraient ensemble.
Lydia se sentait la femme la plus chanceuse du monde. Quand bébé Rachel naquit, 3 ans après leur mariage, Lydia pensa que leur famille était complète. Elle quitta son travail d'enseignante pour rester à la maison avec le bébé. Charles promettait de tout prendre en charge financièrement. « Ne t'inquiète pas, chérie, disait-il. J'ai de grands projets. Nous serons bientôt riches. » Mais les grands projets de Charles ne se réalisaient jamais. Sa première idée d'entreprise fut un petit restaurant. Il convainquit Lydia de lui donner $5000 de ses économies, l'argent que son père lui avait laissé. « Ce restaurant va nous rapporter tellement d'argent, » disait Charles, les yeux brillants d'excitation. « Dans 2 ans, nous posséderons 3 restaurants. » Le restaurant fit faillite en 6 mois. Charles perdit tout l'argent. « Ce n'est pas grave, » lui dit Lydia, même si elle était inquiète. « On peut essayer autre chose. » Ensuite, Charles voulut lancer une entreprise de construction. Cette fois, il avait besoin de $10 000. Lydia n'avait plus assez d'argent liquide, alors elle vendit les bijoux en or de sa grand-mère, des pièces magnifiques transmises à travers 3 générations de femmes dans sa famille. L'alliance de sa grand-mère, le collier de son arrière-grand-mère, des boucles d'oreilles qui racontaient l'histoire de sa famille. « Es-tu sûr de toi ?» avait demandé sa mère lorsqu'elle l'avait appris. « Ces bijoux sont irremplaçables. »« Charles sait ce qu'il fait », avait répondu Lydia. « Cette entreprise de construction va changer nos vies. » L'entreprise de construction échoua également. Charles blâma l'économie, la malchance et des partenaires malhonnêtes. Mais les bijoux étaient perdus à jamais. Ensuite vint l'idée d'un magasin de vêtements. Charles avait besoin de $15 000 cette fois. Lydia n'avait plus d'économie ni de bijoux à vendre. Alors, elle fit quelque chose qui brisa le cœur de sa mère. Elle utilisa les terres agricoles de son père comme garantie pour un prêt bancaire. « Lydia, s'il te plaît, ne fais pas ça », avait supplié sa mère. « Ces terres sont dans notre famille depuis 50 ans. Ton père voulait que tu les conserves pour l'avenir de Rachel. » Mais Lydia faisait confiance à son mari. Elle croyait en ses rêves. Elle signa les papiers. Le magasin de vêtements échoua aussi. Ils faillirent perdre les terres, et Lydia dut travailler à 3 emplois pour rembourser le prêt bancaire. Elle nettoyait des maisons le matin, travaillait dans une épicerie l'après-midi et servait dans un restaurant le soir. La petite Rachel voyait à peine sa mère pendant ces mois-là. Charles continuait de promettre que son prochain projet serait différent. « J'ai juste besoin d'une chance de plus », disait-il. « Une chance de plus pour faire mes preuves. » Mais son entreprise de nettoyage de tapis échoua. Son lavage de voitures échoua. Son service de livraison échoua. Chaque affaire que Charles touchait tombait en ruine. Et chaque fois, Lydia trouvait un moyen de le soutenir. Elle vendit sa voiture et prit le bus pour aller travailler. Elle fit pousser des légumes dans leur jardin pour économiser sur la nourriture. Elle achetait des vêtements pour elle et Rachel dans des friperies. Elle faisait tout ce qu'il fallait pour maintenir leur famille unie. Le pire n'était pas l'argent perdu. Le pire était de voir Charles changer. À chaque échec, il devenait plus en colère, plus amer, plus distant. Il commença à blâmer Lydia pour ses échecs. « Si tu avais plus confiance en moi, peut-être que mes affaires réussiraient, » disait-il pendant leur dispute. « Si tu étais une meilleure épouse, peut-être que je ne serais pas aussi stressé tout le temps. Si tu m'avais donné plus d'argent dès le début, peut-être que j'aurais pu faire les choses correctement. » Lydia commença à sentir que tout était de sa faute. Elle travaillait plus dur, sacrifiait plus et essayait d'être l'épouse parfaite. Mais rien de ce qu'elle faisait ne semblait rendre Charles heureux. Ces derniers mois, Charles était devenu encore plus froid. Il cessa de lui parler de sa journée. Il arrêta de dîner avec la famille. Il se mit à rentrer très tard le soir, sentant parfois un parfum qui n'était pas celui de Lydia. Quand Lydia lui posait des questions, il explosait de colère. « Pourquoi me questionnes-tu toujours? Un homme ne peut-il pas avoir un peu de paix chez lui ?» Rachel aussi avait commencé à remarquer le comportement étrange de son père. Elle le surprenait à chuchoter au téléphone, raccrochant rapidement lorsqu'elle entrait dans la pièce. Elle le vit fouiller dans des documents importants tard le soir, des papiers concernant l'héritage et les polices d'assurance vie. Plus troublant encore,
Rachel avait vu son père avec une autre femme. C'était arrivé 3 semaines plus tôt, en rentrant de l'école. Elle avait vu la voiture de son père garée devant un café, et en regardant par la fenêtre, elle l'avait vu tenir la main d'une belle femme aux cheveux longs et au rouge à lèvres éclatants. La femme riait à quelque chose que Charles disait, et il la regardait comme il regardait Lydia des années auparavant, comme si elle était la personne la plus merveilleuse au monde. Le cœur de Rachel se brisa pour sa mère, mais elle ne savait pas comment lui dire ce qu'elle avait vu. Maintenant, alors que Lydia se tenait dans son salon, sa fille effrayée accrochée à son bras, tous ces moments étranges prenaient soudain un sens terrible. Les nuits tardives, les appels secrets, la manière dont il la regardait comme si elle était un obstacle. Charles ne l'aimait plus. Il voulait qu'elle disparaisse. Mais c'était pire que ça. Il ne voulait pas seulement qu'elle parte. Il voulait qu'elle meure. Mais pourquoi? Que pouvait-il gagner à lui faire du mal? Et puis, cela la frappa comme un éclair. Les terres, la police d'assurance vie. Si elle mourait, Charles hériterait de tout. Il pourrait épouser sa petite amie et recommencer une nouvelle vie avec l'argent et les propriétés qui appartenaient de droit à Lydia et Rachel. Elle avait tout sacrifié pour cet homme. Sa carrière, son héritage, la confiance de sa famille, son propre bonheur, tout pour Charles. Et voilà comment il la remerciait. Avec du poison dans son thé du soir. « Maman », murmura Rachel, voyant l'expression choquée sur le visage de sa mère. « Que fait-on maintenant ?» Mais même pendant que Rachel parlait, Lydia secouait la tête. Cela ne pouvait pas être vrai. C'était son mari, le père de son enfant, l'homme qu'elle avait aimé pendant 15 ans. « Rachel, ma chérie, dit Lydia doucement. Je sais que ton père agit bizarrement ces derniers temps, mais ça, c'est trop. Charles n'essaierait jamais de me faire du mal. Mais maman, je l'ai vu. Peut-être as-tu vu autre chose, interrompit Lydia. Peut-être qu'il mettait du sucre dans le thé, ou du miel, ou un médicament. Il doit y avoir une autre explication. Juste à ce moment, Charles apparut dans l'embrasure de la porte du salon, tenant la tasse de thé avec un sourire. « Te voilà, Lydia. Je me demandais pourquoi tu m'étais si longtemps. Ton thé va refroidir. » Rachel attrapa le bras de sa mère, les yeux écarquillés de peur, mais Lydia se dégagea doucement. « Tout va bien, ma chérie, » murmura Lydia à sa fille. Puis elle s'approcha de Charles et prit la tasse de ses mains. « Merci de l'avoir préparée pour moi, » dit-elle, regardant dans les yeux de son mari pour détecter tout signe de tromperie. Charles sourit chaleureusement. « Bien sûr, chérie. Tout pour ma belle épouse. » Il l'embrassa doucement sur le front. « Je vais regarder la télé en bas. Ne te couche pas trop tard, d'accord ? » « Je ne vais pas tarder, » répondit Lydia. « Bonne nuit, Charles. »« Bonne nuit, ma chérie. » Charles quitta la pièce, et Lydia entendit ses pas descendre les escaliers. Elle porta la tasse à ses lèvres. Elle pouvait sentir l'odeur familière de la camomille. Cela sentait exactement comme d'habitude. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça !» cria Rachel, mais il était trop tard. Lydia prit une gorgée de thé. Cela avait un goût normal. Sucré et chaud, comme toujours. Peut-être que Rachel s'était trompée. Peut-être que son imagination lui jouait des tours. Cela avait un goût normal. Sucré et chaud, comme toujours. Peut-être que Rachel s'était trompée. Rachel regarda avec horreur sa mère prendre une autre gorgée, puis une autre. Son cœur battait à tout rompre, mais elle ne pouvait plus rien faire maintenant. « Je vais me coucher, » dit Lydia, finissant la moitié de la tasse. Elle cria en direction des escaliers, « Merci encore pour le thé, Charles. » Mais 20 minutes plus tard, alors que Lydia se préparait à aller au lit, elle commença à se sentir étrange. Sa tête semblait lourde, et la pièce semblait tourner légèrement. Elle s'assit sur le bord de son lit, tenant sa tête dans ses mains. « Je dois être plus fatiguée que je ne le pensais, » murmura-t-elle pour elle-même. Mais au fond d'elle, une petite voix commençait à murmurer, « Et si Rachel avait raison ?» Au cours des jours suivants, Lydia prêta plus d'attention à ce qu'elle ressentait après avoir bu son thé du soir. Chaque matin, elle se réveillait avec un mal de tête. Chaque jour, elle se sentait faible et étourdie. Chaque soir,
Charles s'assurait de lui apporter du thé et de la regarder le boire. Et chaque jour, Rachel devenait plus déterminée à prouver ce qu'elle avait vu. La jeune fille de 14 ans commença à suivre son père en secret. Elle se cachait derrière les portes pour écouter ses appels téléphoniques. Elle l'observait par les fenêtres quand il pensait que personne ne le regardait. Et ce qu'elle découvrit lui glaça le sang. 3 jours après le premier incident, Rachel était cachée dans le placard près de la chambre de ses parents lorsqu'elle entendit son père au téléphone. « Ça fonctionne parfaitement, Vanessa », murmura Charles dans son portable. « Elle devient plus faible chaque jour. Encore quelques semaines comme ça, et elle sera trop malade pour se battre contre quoi que ce soit. Les médecins penseront que c'est une sorte de maladie. » Rachel retint son souffle, les mains tremblantes, en appuyant sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. « Es-tu sûr que le poison ne sera pas détecté ?» demanda une voix de femme à travers le haut-parleur. « Sûr, » répondit Charles. « C'est conçu pour ressembler à une maladie naturelle. Et une fois qu'elle sera partie, nous pourrons être ensemble. Toutes les terres de sa famille seront à moi, plus l'argent de l'assurance vie. Nous serons riches, bébé. » La femme rit. « J'ai hâte d'être Madame Charles Johnson. » Bientôt, Vanessa. Très bientôt. Le cœur de Rachel battait si fort qu'elle craignait que son père ne l'entende. Elle avait maintenant la preuve, mais il lui en fallait davantage. Le lendemain, Rachel suivit son père jusqu'à un café en ville. Par la fenêtre, elle le vit assis avec une belle femme aux cheveux longs et au rouge à lèvres rouges vifs. Ils se tenaient la main et riaient ensemble. Rachel prit des photos avec son téléphone. Elle prit des photos d'eux en train de s'embrasser. Elle prit des photos de la femme enlaçant son père. Mais la preuve la plus importante se trouvait encore à la maison. Ce soir-là, pendant que Charles prenait sa douche, Rachel se glissa dans la chambre de ses parents. Elle trouva sa veste dans le placard et fouilla soigneusement dans la poche. Ses doigts trouvèrent la petite bouteille en verre. Elle était à moitié vide maintenant. Rapidement, elle prit des photos de la bouteille sous tous les angles. Puis, elle la sortit délicatement de la poche et la mit dans son propre sac, la remplaçant par une bouteille similaire remplie d'eau qu'elle avait préparée. Maintenant, elle avait tout ce qu'il fallait. Des enregistrements, des photos et le poison lui-même. Mais Rachel savait qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. Elle avait besoin de l'aide d'un adulte en qui elle pouvait avoir confiance. C'est alors qu'elle se souvint du détective Harris, un ami de la famille qui les avait aidés quelques années plus tôt lors d'un cambriolage de leur maison. Le lendemain après l'école, Rachel se rendit au poste de police. « Détective Harris, » dit-elle lorsqu'elle le trouva. « J'ai besoin de votre aide. Mon père essaie de faire du mal à ma mère. » Le détective Harris regarda l'expression sérieuse sur le visage de la jeune fille et s'assit pour écouter. Rachel lui montra les enregistrements, les photos et la bouteille de poison. Elle expliqua tout ce qu'elle avait vu et entendu au cours de la semaine précédente. « C'est très sérieux, Rachel, » dit le détective Harris après avoir examiné toutes les preuves. « Mais nous devons être prudents. Si nous agissons trop vite, ton père pourrait faire du mal à ta mère ou s'enfuir. Nous devons l'attraper quand il ne pourra pas s'échapper et quand il y aura des témoins. »« Que faisons-nous » demanda Rachel. « Nous attendons le bon moment, » répondit le détective Harris. « Et quand ce moment viendra, nous serons prêts. » Pendant ce temps, Charles n'avait aucune idée que sa bouteille de poison avait été remplacée par de l'eau. Chaque soir, il continuait de préparer le thé de Lydia, ajoutant ce qu'il pensait être des gouttes mortelles à la tasse. Mais maintenant que Rachel avait échangé les bouteilles, Charles n'ajoutait que de l'eau inoffensive au thé de sa mère. Cela donna à Lydia le temps de commencer à se sentir mieux. Les maux de tête commencèrent à s'estomper. Les vertiges cessèrent. Elle avait plus d'énergie pendant la journée. Charles, cependant, devenait frustré. Pourquoi Lydia ne tombait-elle pas plus malade? Pourquoi semblait-elle devenir plus forte au lieu de plus faible? « Comment vas-tu, chérie ?» demandait Charles à Lydia chaque matin, observant son visage attentivement. « Beaucoup mieux, en fait, » répondait Lydia, ne remarquant pas l'expression déçue qui traversait le visage de son mari. Charles commença à faire pression sur Lydia pour qu'elle boive son thé du soir. « Tu n'as pas fini ton thé hier soir, » disait-il,
se tenant au-dessus d'elle alors qu'elle tenait la tasse. « J'étais juste fatiguée, » expliquait Lydia. « Mais le thé t'aide à mieux dormir. Tu devrais tout boire. » Lydia commença à remarquer à quel point Charles l'observait attentivement lorsqu'elle buvait le thé, comment il restait là jusqu'à ce qu'elle ait fini toute la tasse, comment il semblait déçu lorsqu'elle se sentait en bonne santé le lendemain. Une sensation froide commença à grandir dans son estomac. Et si Rachel avait eu raison depuis le début? Un soir, Lydia décida de tester ses soupçons. Lorsque Charles lui apporta le thé, elle fit semblant de le boire, mais au lieu d'avaler, elle laissa le thé couler le long de son menton et sur sa chemise de nuit quand Charles ne la regardait pas directement. « Oups !» dit-elle en s'essuyant le menton. « Je suis maladroite ce soir. »« Ce n'est pas grave, » dit Charles, mais sa voix semblait tendue. « Finis le reste. » Lydia fit semblant de terminer la tasse, mais en réalité, elle versait la majeure partie du thé dans un mouchoir qu'elle tenait sous la tasse. Le lendemain matin, lorsque Charles lui demanda comment elle se sentait, Lydia décida de le tester davantage. « Je me sens mal, » mentit-elle, posant sa main sur son front. « J'ai mal à la tête et je me sens étourdie. » Le visage de Charles s'illumina de satisfaction. « Oh non, ma chérie. Tu devrais te reposer aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien. » Mais quand Lydia disait qu'elle se sentait bien, Charles fronçait les sourcils et semblait inquiet. Pas le genre d'inquiétude d'un mari aimant, mais l'inquiétude de quelqu'un dont le plan ne fonctionnait pas. Cela confirma les pires craintes de Lydia. Son mari mettait vraiment quelque chose dans son thé, mais elle ne pouvait pas l'affronter seule. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de preuves. Et surtout, elle devait protéger Rachel. C'est alors que Rachel vint la voir avec une idée. « Maman, » dit Rachel doucement un après-midi où Charles était sorti. « Je sais que tu as compris pour le thé. » Lydia regarda sa courageuse fille et hocha la tête. « Oui, je sais, mais comment l'arrêter? »« J'ai travaillé avec le détective Harris, » expliqua Rachel. « Nous avons des preuves, mais nous devons attraper papa en flagrant délit avec des témoins autour de lui pour qu'il ne puisse pas nier ou s'enfuir. »« Que veux-tu dire? » ?»« L'anniversaire de mamie est la semaine prochaine. Toute la famille sera là. Oncle Mike, tante Sarah, cousin David, tout le monde. Papa fait toujours un grand spectacle d'être le mari parfait lors des réunions de famille. » Lydia comprit. « Tu veux l'exposer devant toute la famille. » Le détective Harris dit que c'est le moment parfait. Papa sera confiant parce qu'il pense que son plan fonctionne. Il ne s'attendra pas à ce que nous ayons des preuves. Et avec autant de témoins, il ne pourra pas mentir pour s'en sortir. Lydia se sentit à la fois effrayée et excitée. Après toutes ces années à être trompée par Charles, elle allait enfin obtenir justice. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle à sa fille. « Fais comme si de rien n'était. Laisse-le penser qu'il gagne. » Mais agir normalement était plus difficile que Lydia ne le pensait. Chaque fois que Charles lui souriait, elle avait envie de crier. Chaque fois qu'il la touchait, sa peau se hérissait. Chaque fois qu'il lui apportait du thé, elle devait se retenir de le lui jeter au visage. Charles, pendant ce temps, devenait de plus en plus confiant. Il pensait que Lydia s'affaiblissait, et il n'avait aucune idée que son poison avait été remplacé par de l'eau. Il commença à passer des appels à Vanessa plus ouvertement, pensant que Lydia était trop malade pour y prêter attention. Encore quelques semaines, bébé, entendit Rachel le murmurer au téléphone une nuit. Bientôt, elle sera si faible que quand elle mourra, personne ne sera surpris. Tout le monde pensera que c'était juste une maladie. « J'en ai marre de cacher notre amour », dit la voix de Vanessa à travers le téléphone. « Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher, » promit Charles. « Bientôt, nous aurons tout. » Mais ce que Charles ignorait, c'est que Rachel enregistrait chaque mot. La veille de l'anniversaire de mamie, Rachel ne pouvait pas dormir. Demain, tout changerait. Demain, toute la famille découvrirait la vérité sur Charles. Elle espérait juste que leur plan fonctionnerait. Le lendemain soir, la maison des Johnson était remplie de rires et de conversations. Mamie Eleanor fêtait ses 75 ans, et tous ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants étaient venus célébrer. Oncle Mike racontait des blagues dans le salon. Tante Sarah aidait à la cuisine.
cousin David jouait avec les plus jeunes enfants dans le jardin. La maison était chaleureuse et joyeuse, exactement comme une réunion de famille devrait l'être. Charles était dans son élément. Il se déplaçait parmi la foule comme le gendre parfait, serrant la main des hommes, complimentant les femmes et disant à tout le monde à quel point il était fier de sa belle famille. « Lydia est une bénédiction », dit-il à oncle Mike avec un grand sourire. « Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle m'a tellement soutenu dans toutes mes entreprises. »« Tu es un homme chanceux, Charles, » répondit oncle Mike. Peu d'épouses resteraient aux côtés de leur mari à travers tant de défis. « Oh, je sais exactement à quel point je suis chanceux, » dit Charles, les yeux brillants d'un regard qui donna la nausée à Rachel. Lydia joua son rôle à la perfection. Elle souriait et riait avec les proches, aidait à servir la nourriture et agissait comme l'épouse heureuse que tout le monde s'attendait à voir. Mais à l'intérieur, son cœur battait à tout rompre. Le détective Harris était dehors dans une voiture banalisée, attendant le signal de Rachel. 2 autres officiers de police étaient positionnés autour de la maison, déguisés en voisins en promenade du soir. Au fil de la soirée, Charles devint de plus en plus détendu. Il commença à boire du vin et à parler plus fort. Il se mit à se vanter de ses projets futurs. « Vous savez, » dit Charles à un groupe de parents masculins, « je pense investir dans des terres. Il y a des opportunités pour un homme avec une vision. »« Quel genre de terre ?» demanda cousin David. Charles jeta un coup d'œil autour de lui pour s'assurer que Lydia n'écoutait pas, puis baissa la voix. « Disons simplement que parfois, de bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Parfois, la vie vous donne exactement ce que vous méritez. » Oncle Mike sembla confus. « Que veux-tu dire ? » « Je veux dire que bientôt, très bientôt, j'aurai tout ce que j'ai toujours voulu. Une femme magnifique qui m'apprécie, la sécurité financière et la liberté de vivre la vie que je mérite. » Les hommes se regardèrent, incertains. Charles parlait bizarrement, mais il ne comprenait pas tout à fait ce qu'il voulait dire. Mais Rachel, qui écoutait depuis l'embrasure de la porte, comprenait parfaitement. Son père était si confiant dans son sombre plan qu'il confessait presque devant toute la famille. Rachel croisa le regard de sa mère à travers la pièce et hocha la tête. C'était le moment. Elle marcha discrètement jusqu'à la porte d'entrée et envoya un message au détective Harris. « Prêt ?» Puis elle retourna au salon où la plupart de la famille s'était rassemblée pour chanter joyeux anniversaire à Mamie Eleanor. Alors que la chanson se terminait et que tout le monde applaudissait, Rachel s'avança. Ses mains tremblaient, mais sa voix était claire et forte. Avant de couper le gâteau, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, « J'ai quelque chose d'important à partager avec la famille. » La pièce devint silencieuse. Tous les yeux se tournèrent vers la jeune fille de 14 ans au centre de la pièce. Charles sembla surpris, mais pas inquiet. « Rachel, ma chérie, ce n'est pas le moment pour les discours. Laisse Mamie Eleanor avoir son moment. »« C'est à propos de maman, » dit Rachel, regardant directement son père. « C'est à propos de ce que tu lui as fait. » Maintenant, Charles sembla inquiet. « Rachel, tu es inappropriée. Va dans ta chambre. »« Non, papa. Je ne vais nulle part. » Rachel sortit son téléphone. « Tout le monde doit entendre ça. » Elle appuya sur lecture pour lancer un enregistrement. La voix de Charles remplit la pièce silencieuse. « Ça fonctionne parfaitement, Vanessa. Elle devient plus faible chaque jour. Encore quelques semaines comme ça, et elle sera trop malade pour se battre contre quoi que ce soit. Les médecins penseront que c'est une sorte de maladie. » Des exclamations de choc résonnèrent dans la pièce. Tout le monde fixait le téléphone, puis Charles, puis à nouveau le téléphone. « Es-tu sûr que le poison ne sera pas détecté ?» demanda la voix de Vanessa à travers le haut-parleur. « Sûr. C'est conçu pour ressembler à une maladie naturelle, et une fois qu'elle sera partie, nous pourrons être ensemble. Toutes les terres de sa famille seront à moi, plus l'argent de l'assurance vie. Nous serons riches, bébé. » La pièce éclata en voix choquée. Mamie Eleanor porta la main à son cœur. Oncle Mike bondit sur ses pieds, et Sarah se mit à pleurer. « Ce n'est pas vrai !» cria Charles, le visage rouge. « Elle a inventé ça. Les enfants peuvent tout falsifier avec les ordinateurs de nos jours. »
Mais Rachel n'avait pas fini. Elle brandit une petite bouteille en verre pour que tout le monde la voie. Alors explique ça, dit-elle. Le liquide que tu as mis dans le thé de maman tous les soirs. Charles fixa la bouteille avec horreur. Comment Rachel avait-elle obtenu ça? Il avait été si prudent pour la cacher. Tu as fouillé dans mes affaires, cria-t-il à sa fille. C'est du vol. C'est illégal. Ce qui est illégal, c'est d'essayer de tuer ta femme, rugit oncle Mike, se levant et faisant face à Charles. Comment as-tu pu faire ça à Lydia? À notre famille? Ce n'est pas ce que vous pensez, dit Charles désespérément, reculant contre le mur. Cette bouteille, c'est juste, c'est un médicament pour les maux de tête de Lydia. Un médicament? Dit tante Sarah à travers ses larmes. Alors pourquoi parlais-tu de poison dans cet enregistrement? Charles regarda autour de la pièce les visages en colère et choqués qui le fixaient. Ses propres membres de la famille, des gens qui l'avaient accueilli, lui avaient fait confiance, l'avaient aimé pendant 15 ans, le regardaient comme s'il était un monstre. « Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix devenant plus aiguë et paniquée. Lydia m'a freiné. Toutes ces années, elle a saboté mes affaires, me faisant échouer. Elle ne soutient pas mes rêves. Elle t'a tout donné, dit mamie Éléanore, la voix tremblante de colère. Elle a vendu les bijoux de sa grand-mère pour toi. Elle a travaillé à 3 emplois pour toi. Elle a failli perdre les terres de son père à cause de toi. Et c'est ainsi que tu repaies sa gentillesse. Cousin David ajouta, en essayant de lui faire du mal. Charles transpirait maintenant, regardant frénétiquement autour de la pièce pour trouver une issue. Mais les membres de la famille s'étaient déplacés pour bloquer les portes sans même s'en rendre compte. « Où est Vanessa maintenant, papa ?» demanda Rachel, sortant à nouveau son téléphone. « Dois-je montrer à tout le monde les photos que j'ai prises de vous deux ensemble ?»« Non. » Charles se précipita vers sa fille, essayant de lui arracher le téléphone, mais oncle Mike attrapa son bras. « Ne la touche pas. »« Lâchez-moi » cria Charles, essayant de se libérer. « Tout cela est un mensonge. Ma propre fille ment à mon sujet. » C'est alors que Lydia parla enfin. Elle était restée silencieusement dans un coin, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle voyait le vrai caractère de son mari révélé à tous ceux qu'elle aimait. « Je l'ai senti, » dit-elle doucement, mais sa voix portait à travers la pièce silencieuse. Chaque matin pendant des semaines, je me réveillais malade. Maux de tête, vertige, faiblesse. Je pensais que c'était juste le stress à cause de l'argent, mais c'était le thé, n'est-ce pas, Charles? Charles cessa de lutter et fixa sa femme. Lydia, s'il te plaît, tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'avais besoin d'un nouveau départ. Tu avais besoin que je sois morte, termina Lydia, sa voix devenant plus forte. Pour que tu puisses épouser ta petite amie et prendre les terres de ma famille. Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment, Charles? Demanda Lydia, s'approchant de lui. Dis-moi comment tu peux regarder ta femme en face tous les jours après avoir mis quelque chose dans sa boisson la veille. Dis-moi ce que ça fait d'embrasser ta fille pour lui souhaiter bonne nuit tout en planifiant de la rendre orpheline. Charles ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Pour la première fois en 15 ans, il n'avait rien à dire. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit et que le détective Harris entra avec 2 officiers de police. « Charles Johnson, » dit le détective Harris d'une voix calme et officielle, « vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de causer un préjudice grave et pour mise en danger de vie. » La pièce devint complètement silencieuse, sauf pour le bruit des menottes se refermant autour des poignets de Charles. « Vous avez le droit de garder le silence, » continua le détective Harris. « Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. » Alors que les officiers de police lisaient ses droits à Charles, il continuait de regarder Lydia avec des yeux désespérés. « Lydia, s'il te plaît, » dit-il alors qu'il l'emmenait vers la porte. « 15 ans de mariage, ça doit compter pour quelque chose. J'ai fait des erreurs, mais je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Lydia regarda l'homme pour qui elle avait tout sacrifié. L'homme qui avait essayé de lui prendre la vie pour de l'argent. L'homme qui demandait pardon tout en continuant à lui mentir en face. « Si tu m'aimais, dit-elle calmement,
Tu n'aurais jamais mis quelque chose dans mon thé. Les officiers de police emmenèrent Charles hors de la maison et dans la voiture de patrouille qui attendait. À travers la fenêtre, la famille pouvait le voir à l'arrière, la tête dans les mains. Le détective Harris s'approcha de Lydia. « Madame Johnson, nous aurons besoin de vous et de Rachel pour venir au poste demain afin de donner vos déclarations officielles. Nous avons également émis un mandat d'arrêt contre Vanessa Martinez. Elle ne s'échappera pas loin. » Lydia hocha la tête, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Alors que les voitures de police s'éloignaient, la famille commença lentement à assimiler ce qu'elle venait de vivre. Mamie Eleanor s'assit lourdement dans son fauteuil, paraissant beaucoup plus vieille que ses 75 ans. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. « Je n'arrive pas à croire que Charles ait pu faire une telle chose. Je n'arrive pas à croire que Rachel l'ait découvert, » dit oncle Mike, mettant son bras autour de sa courageuse jeune nièce. « Tu as sauvé la vie de ta mère, petite. » Mais Rachel n'avait pas envie de célébrer. Elle regarda sa mère, qui se tenait près de la fenêtre, regardant les voitures de police disparaître dans la nuit. « Maman, » dit Rachel doucement. « Est-ce que ça va ?» Lydia se détourna de la fenêtre et regarda sa fille. Pendant un moment, elle ne répondit pas. Puis, soudain, elle se mit à pleurer. Pas seulement des larmes, mais des sanglots profonds et douloureux qui venaient de 15 ans de trahison, de sacrifices et de rêves brisés. Rachel se précipita vers sa mère et l'enlaça. Tante Sarah les rejoignit, puis oncle Mike, puis mamie Eleanor. Bientôt, toute la famille entourait Lydia d'amour et de soutien. « Je suis tellement désolée, Lydia, » murmura mamie Eleanor. « Nous aurions dû voir les signes. Nous aurions dû te protéger. »« Ce n'est pas votre faute, » dit Lydia à travers ses larmes. « Je ne l'ai pas vu non plus. Je lui faisais entièrement confiance. Je lui ai tout donné. Il nous a tous trompés, » dit oncle Mike avec colère. « Cet homme est un maître manipulateur. Mais il est parti maintenant, et il ne peut plus te faire de mal. » La famille resta avec Lydia et Rachel jusqu'à très tard ce soir-là. Ils annulèrent la fête d'anniversaire, mais d'une certaine manière, être ensemble semblait plus important que n'importe quelle fête. Au cours des jours suivants, la vérité sur Charles et Vanessa apparut dans les journaux et à la télévision. La police avait arrêté Vanessa dans un hôtel où elle attendait que Charles l'appelle avec des nouvelles de la mort de Lydia. Quand les officiers se présentèrent à la place, Vanessa tenta immédiatement de tout rejeter sur Charles. Mais les enregistrements téléphoniques prouvèrent qu'elle était tout aussi coupable que lui. Toute la ville parlait de l'affaire. Un homme local tente de mettre quelque chose dans la boisson de sa femme pour l'héritage. Une adolescente sauve sa mère d'un complot de meurtre. Un triangle amoureux mène à une tentative de meurtre. Lydia trouvait embarrassant que sa vie privée soit étalée dans les nouvelles, mais Rachel lui rappela quelque chose d'important. « Maman, peut-être que notre histoire aidera d'autres femmes dans des mariages toxiques. Peut-être qu'elles verront les signes plutôt que nous. » Lydia réalisa que sa fille avait raison. Si partager leur histoire pouvait sauver ne serait-ce qu'une autre famille, alors l'embarras en valait la peine. Mais même si Charles était en prison et que Vanessa faisait face à des accusations, la guérison de Lydia ne faisait que commencer. Elle devait affronter la réalité d'être une mère célibataire. Elle devait trouver comment subvenir à ses besoins et à ceux de Rachel sans le revenu de Charles, qui n'avait jamais été important de toute façon. Plus important encore, elle devait gérer les dommages émotionnels d'apprendre que l'homme qu'elle aimait avait essayé de lui faire du mal. « Je me sens si stupide », dit-elle à Rachel un soir alors qu'elles étaient assises dans leur maison silencieuse. « Comment ai-je pu être aussi aveugle pendant si longtemps ?»« Tu n'es pas stupide, maman, » dit Rachel fermement. « Tu es gentille, confiante et aimante. Ce sont de bonnes choses. Papa a profité de ton bon cœur, mais ça ne te rend pas stupide. Ça le rend mauvais. » Lydia regarda sa sage-fille de 14 ans et ressentit un mélange de fierté et de tristesse. Rachel avait grandi trop vite, forcée de devenir la protectrice quand les adultes dans sa vie l'avaient déçue. « Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça, » dit Lydia. « Je suis désolée que tu aies dû être celle qui nous a sauvés. »« Je ne suis pas désolée, » répondit Rachel. « Je suis fière d'avoir été assez courageuse pour te protéger,
et je suis fier que tu aies été assez forte pour survivre. » Quelques semaines plus tard, Lydia prit une décision qui surprit tout le monde, y compris elle-même. « Je veux retourner dans la maison de mon père, » dit-elle à la famille lors d'un dîner du dimanche chez mamie Eleanor. « La ferme ?» demanda oncle Mike. « Mais cet endroit est vide depuis des années. Il a besoin de beaucoup de travaux. »« Je sais, » dit Lydia. « Mais c'est à moi. C'est la seule chose que Charles n'a jamais réussi à prendre. Et je pense que Rachel et moi avons besoin d'un nouveau départ quelque part où il y a de bons souvenirs plutôt que des mauvais. » Mamie Eleanor sourit. « Ton père serait tellement heureux de savoir que tu retournes sur la terre qu'il aimait. »« Et pour le travail ?» demanda Sarah, toujours pratique. Lydia avait réfléchi à cette question pendant des jours. « Je veux essayer l'agriculture. Je sais que ça semble fou, mais je me souviens d'avoir aidé mon père dans les champs quand j'étais petite. J'aimais le sentiment de faire pousser quelque chose à partir de rien, de prendre soin de la terre et qu'elle prenne soin de nous. »« Ce n'est pas fou du tout, » dit cousin David. « Il y a un marché en croissance pour les légumes et fruits cultivés localement. Les gens veulent de la nourriture fraîche et saine, et ils sont prêts à payer de bons prix pour ça. Mais sais-tu comment gérer une entreprise agricole ? Demanda oncle Mike. Rachel intervint. Nous pouvons apprendre ensemble, et nous aurons la famille pour nous aider quand nous en aurons besoin. L'idée de recommencer semblait à la fois effrayante et excitante pour Lydia. Pendant 15 ans, elle avait construit sa vie autour de Charles et de ses rêves. Maintenant, pour la première fois, elle pouvait construire quelque chose qui lui appartenait entièrement. 2 mois après l'arrestation de Charles, Lydia et Rachel emménagèrent dans la vieille ferme. L'endroit avait besoin de peinture, de nouvelles plomberies et de beaucoup de ménage. Mais il semblait être un vrai foyer d'une manière que leur maison avec Charles n'avait jamais été. « Regarde, maman, » dit Rachel le premier matin, pointant par la fenêtre de la cuisine. « On peut voir toutes les terres d'ici, toutes les possibilités. » Lydia se tenait à côté de sa fille et regardait les hectares de terre qui leur appartenaient maintenant. La terre était envahie par les mauvaises herbes et négligée, mais elle pouvait l'imaginer pleine de cultures, vertes, saines et productives. « Tu as raison, » dit-elle, mettant son bras autour de Rachel. « Toutes les possibilités. » La première année fut difficile. Lydia et Rachel durent tout apprendre de zéro. Comment préparer le sol, quand planter les graines, comment protéger les cultures des insectes et du temps. Elles firent des erreurs. Certaines cultures échouèrent. Certains jours, elles se demandaient si elles avaient pris la bonne décision. Mais lentement, les choses commencèrent à s'améliorer. Oncle Mike les aida à construire une serre. Tante Sarah leur apprit à conserver les légumes. Cousin David les aida à créer un site web pour vendre leurs produits en ligne. Toute la famille contribua à faire de la ferme un succès. La deuxième année, les légumes de Lydia remportaient des prix au marché fermier local. Les gens venaient de tout le comté pour acheter ses tomates, son maïs, ses herbes fraîches. Elle embaucha 3 femmes locales pour aider à la récolte, créant des emplois dans la communauté. Pendant ce temps, le procès de Charles faisait la une des journaux pendant des mois. Les preuves étaient accablantes. Les enregistrements, les photos, la bouteille de poison, les témoignages de témoins. Charles fut condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et complot. Vanessa reçut 15 ans en tant que complice. Pendant le procès, Lydia dut affronter Charles une dernière fois. Il semblait plus vieux, plus maigre, brisé. Lorsque le juge demanda si elle avait quelque chose à dire avant la sentence, Lydia se leva et parla du fond de son cœur. « Pendant 15 ans, j'ai cru qu'être une bonne épouse signifiait tout sacrifier pour les rêves de mon mari, dit-elle. Je lui ai donné mes économies, mon héritage, ma santé, ma confiance et mon amour. Je pensais que c'était ça, l'amour. » Elle regarda directement Charles, qui ne pouvait pas croiser son regard. Mais le véritable amour ne demande pas à quelqu'un de se détruire. Le véritable amour n'implique pas de poison. Le véritable amour ne planifie pas un meurtre pour de l'argent. Ce que tu ressentais pour moi n'était pas de l'amour, c'était de la possession. Et ce que je ressentais pour toi n'était pas de l'amour, c'était la peur d'être seule. Elle se tourna pour s'adresser au juge. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement une victime. Aujourd'hui,
Je suis une survivante. Aujourd'hui, je suis une femme qui a appris que l'amour le plus important vient de la famille qui se soucie vraiment, d'une fille qui a été assez courageuse pour me sauver, et d'apprendre à m'aimer et à me respecter moi-même. La salle d'audience était silencieuse, sauf pour le bruit des gens qui pleuraient. Pas seulement la famille de Lydia, mais des étrangers touchés par ces mots. 3 ans après l'arrestation de Charles, la ferme de Lydia prospérait au-delà de toutes les attentes. Elle s'était agrandie à 50 hectares, employait 12 personnes et fournissait des produits frais à des restaurants dans 3 villes différentes. Mais plus important encore, elle avait trouvé la paix. Rachel, maintenant âgée de 17 ans, était devenue une jeune femme confiante. Elle travaillait à la ferme après l'école et pendant l'été, mais elle excellait aussi dans ses études. Elle avait été acceptée dans plusieurs universités et prévoyait d'étudier le commerce et l'agriculture pour aider à développer leur exploitation agricole. « Je suis tellement fière de toi, maman », dit Rachel un soir alors qu'elles étaient assises sur le porche de leur ferme rénovée, regardant le coucher de soleil sur leur champ. « Regarde tout ce que tu as construit. »« Ce que nous avons construit, » corrigea Lydia. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans toi. »« Regrettes-tu parfois ?» demanda Rachel. « D'avoir quitté la ville, de recommencer ?» Lydia réfléchit sérieusement à la question. « Parfois, je regrette les années que j'ai gaspillées avec ton père. Parfois, je regrette de ne pas avoir vu les signes plus tôt, mais je ne regrette pas d'avoir recommencé. Je ne regrette pas d'être revenu sur cette terre. Et je ne regrette certainement pas que ma fille ait été assez courageuse pour sauver nos 2 vies. » Elles restèrent assises dans un silence confortable, regardant les lucioles commencer à danser au-dessus de leur culture. L'air sentait la terre fraîche et les choses qui poussent. Au loin, elles pouvaient entendre les rires des enfants jouant dans les maisons des familles des travailleurs que Lydia avait construites sur la propriété. « Maman, » dit soudain Rachel, « que penses-tu qu'il serait arrivé si je n'avais pas regardé ce soir-là? Si je n'avais pas vu papa ajouter le liquide dans ton thé ?» Lydia frissonna en y pensant. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je sais ceci. Tu m'as sauvée de plus d'une manière. Tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu m'as sauvée de gaspiller le reste de ma vie avec un homme qui ne méritait pas mon amour. » Rachel sourit. « Et maintenant, » dit Lydia, regardant la vie qu'elles avaient construite ensemble. « J'ai réalisé que je pensais devoir tout sacrifier pour un homme pour prouver ma valeur. Mais la véritable bénédiction était à mes côtés tout ce temps. Ma fille, ma famille, et ma propre force. » Elle se leva et s'étira, prête à rentrer et à planifier la récolte du lendemain. « Allez, petite. Nous avons une matinée chargée demain. Le restaurant de Madame Peterson veut 50 livres de tomates livrées avant midi. » Alors qu'elles entraient ensemble dans leur maison chaleureuse et sûre, Lydia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un bonheur complet. Pas un bonheur qui dépendait de l'approbation ou de l'amour de quelqu'un d'autre, mais un bonheur qui venait de savoir qu'elle avait construit quelque chose de bon et de significatif de ses propres mains avec l'aide de sa fille. Charles avait essayé de la détruire, mais au lieu de cela, il l'avait libérée. Et Rachel, la courageuse fille de 14 ans qui avait murmuré « Ne bois pas ce thé, maman », par une nuit pluvieuse 3 ans plus tôt, était devenue une jeune femme qui comprenait que parfois, l'enfant doit sauver le parent. Et parfois, le plus grand acte d'amour est d'avoir le courage de dire la vérité. Dehors, par leurs fenêtres, les champs s'étendaient à perte de vue sous un ciel étoilé. Des champs qui leur appartenaient, des cultures qu'elles avaient fait pousser, et un avenir qu'elles avaient gagné grâce à leur courage, leur travail acharné et leur amour indéfectible. Le cauchemar était fini. Le rêve venait de commencer. J'espère que vous avez aimé regarder cette histoire autant que j'ai aimé la créer. Likez, partagez et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour la prochaine histoire.